Bien, alors je vais prenez le temps de rentrer-sortir. Je vais en profiter pour présenter rapidement Patrick. Hein. Je connais Patrick depuis milieu des années 90, en fait. Hein. Patrick et moi avons beaucoup contribué dans les débats des multiples commissions dont je vous ai brièvement parlé à la fin de la séance. Hein, je vous ai parlé de valeur du temps, de valeur carbone, valeur de la vie humaine. Tout ça sont des choses sur lesquelles, qui sont discutées par des experts qui sont historiquement associés au Commissariat général au plan, hein, mais qui aujourd'hui s'appelle France Stratégie. Au Conseil économique du développement durable, nous aurons à la fin février une présentation par Dominique Bureau, qui en est le patron. Voilà, donc comprenez qu'en France, alors c'est pas très démocratique parce que ce sont des débats d'experts, hein, et je trouve d'ailleurs problématique que dans ces débats d'experts, finalement on prend des décisions, mais un petit peu en cachette, hein, quand le gouvernement français décide de mettre la valeur X sur la valeur de la vie humaine pour déterminer s'il faut construire un TGV ou réduire la vitesse sur un volant, etc., etc. C'est pas un truc qui apparaît, c'est évidemment un truc qui devrait être débattu démocratiquement. Autant en France, on est très fort pour avoir des débats d'experts pour conclure à des méthodes telles que celles que je vous ai présentées aujourd'hui, autant on n'est pas fort sur essayer de créer un consensus démocratique sur ces questions. Bref, je ferme la parenthèse. Mais donc Patrick, il est bien plus que moi encore, il a beaucoup contribué à ces débats entre experts, en particulier sur la problématique des valeurs carbone. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc oui, juste en 2 mots, donc je voulais à nouveau directeur de recherche au CNRS, émérite maintenant, je pense, hein, oui. Je peux dire ça, ouais. Oui. Okay. À l'université de Grenoble, donc il fait beaucoup comme moi d'aller-retour sur Paris. Lui, il a la chance de prendre le TGV. Il y a un vrai débat d'ailleurs sur l'analyse du coût et du bénéfice de prolonger le TGV Paris-Bordeaux vers Toulouse. C'est un débat qui n'est peut-être pas complètement clos. J'espère qu'il sera conclu. Mais je peux pas. J'ai un conflit d'intérêt sur ce dossier-là, donc je ne. Donc voilà. Et donc voilà, Patrick, c'est un grand spécialiste international de ces problématiques de transition énergétique et de valeur carbone. J'ai oublié plein de choses pour te décrire, Patrick. Non, je te passe la parole. Comment est-ce qu'on s'organise ? Est-ce que tu prends des questions dans la salle en continu, ou bien tu préfères qu'on essaye de reporter ça dans un débat à la sortie ? Peut-être, comme ça. Oui, je préfère. Tu as besoin de combien de temps pour ta présentation alors ? Je vais essayer de tenir en 3 quarts d'heure. Ok, génial, on fait comme ça. Allez, ça laissera 10 minutes pour les questions, donc c'est un peu un défi. Préparez-vous aux questions que vous voudrez poser sur les 10 dernières minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, et merci de m'avoir invité dans cette enceinte prestigieuse. Une précision tout d'abord, tu as mis ton séminaire sous le chapeau du sang, des larmes et de la sueur. Alors je connaissais cette citation de Winston Churchill, mais j'ai été regarder l'original, et l'original dit « Blood, toil, tears and sweat ». Le toil est important parce que c'est du labeur. Et je pense qu'en effet, la transition énergie-climat qui est devant nous, c'est en effet du labeur, ça va être du travail, ça va coûter, mais le travail, ça a un côté pénibilité ou peine, mais ça a aussi un côté positif. C'est effectivement un travail devant nous, dans nos sociétés, pour adapter nos systèmes, que je qualifierais de systèmes socio-techniques, à une contrainte climatique qui est une contrainte d'une extrême importance. Alors, nous nous connaissons avec Christian depuis suffisamment longtemps pour que je puisse marquer en prolégomène, excusez-moi, ça fait un peu prétentieux, mais c'est bien ça, c'est des propos avant le discours, hein, nos points d'accord et nos points de désaccord, mais en tout cas les principaux. Hein. Alors, 2 points d'accord, une fois acquise, ce qu'a très bien rappelé Christian en introduction de sa leçon, la nécessité absolue de la transition énergie-climat. Cette transition ne se fera pas sans coût et sans un effort d'investissement et de reconversion des industries, mais aussi reconversion dans les carrières professionnelles, en tout cas, là, des coûts importants sur le court et moyen terme. Deuxième point d'accord majeur,
La recherche de l'efficacité dans l'action, qui est chère aux économistes. Je ne me permettrai pas de donner une définition de l'économie, mais il me semble que la recherche de l'efficacité dans l'action, c'est en tout cas un élément de la définition de ce que c'est que la science économique. C'est donc bien une préoccupation de premier plan, d'où la question de l'égalisation des coûts marginaux de réduction auxquels Christian nous a déjà introduit. 2 points de désaccord, en revanche. D'une part, je pense que l'analyse coût-avantage, en français, en anglais cost-benefit analysis, de la lutte contre le changement climatique, je me permets de le dire, elle me paraît illusoire et elle ne me paraît pas propice à guider les politiques publiques. Il me semble qu'il faut plutôt s'appuyer dans ces domaines sur une analyse coût-efficacité avec des objectifs climatiques qui sont fixés par des choix politiques bien informés par les sciences du climat. Et de ce point de vue, vous avez sans doute entendu dire que dans les négociations climat internationales, après la COP 21 à Paris qui fixait un objectif de 2 degrés, ensuite c'était moins de 2 degrés, le plus proche possible de 1,5 degré, il y a eu le rapport 1,5 du GIEC qui a indiqué clairement que pour tenir ces objectifs extraordinairement ambitieux, il fallait atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire peu après le milieu du siècle, de ce siècle, j'allais dire du siècle qui vient, non, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est au 21e. Donc, au milieu du siècle, il faut atteindre effectivement la neutralité carbone, c'est-à-dire équilibrer les émissions résiduelles de gaz à effet de serre par une captation, quel que soit le mode, je n'entrerai pas dans le détail ici, mais par une captation de carbone dans l'atmosphère. Et ça, je crois que je ne me prononcerai pas sur la probabilité d'atteindre cet objectif. En revanche, je considère que c'est vraiment, en quelque sorte, un point focal pour les politiques climatiques. Je voudrais juste, peut-être, Patrick, dire, notre désaccord, il est relatif, parce que tu as vu dans ma présentation, j'ai fait les 2 approches, les coûts-avantages et coûts-bénéfices et coûts-efficacité. Pour les gens qui ne sont pas économistes dans la salle, ça veut dire que Patrick, comme moi, on est d'accord sur une valeur carbone, mais lui, il dit... c'est plutôt le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte. Donc on a un objectif de 2 degrés ou de 1,5 et on traduit ça en une valeur carbone, alors que l'alternative que j'ai présentée tout à l'heure est de dire, au fond, on pourrait aussi comparer non pas le coût par tonne de CO2 évité à ce multiplicateur de Lagrange, mais plutôt au bénéfice sociétal des réductions des émissions d'une tonne de CO2. Et ce que Patrick dit, c'est hyper compliqué de calculer ce bénéfice sociétal de réduire d'une tonne d'émissions de CO2. Et c'est toute la deuxième partie de mon cours, on va essayer de vous expliquer que Patrick a tort. Mais peut-être pas. Tu me réinviteras pour la fin. Avec plaisir. Bien. Deuxième point, alors je ne sais pas là non plus si le désaccord est fondamental ou total, mais je pense que le prix unique du carbone, dont on peut penser que... Enfin, le prix du carbone est utile, la valeur du carbone est utile, c'est incontestable, elle est même indispensable, mais ce n'est pas une panacée. Et il y a beaucoup de raisons à cela, je n'entrerai pas dans le détail. Ce n'est pas une panacée, par exemple, parce que les acteurs décentralisés, individuels, n'utilisent pas pour leurs choix et pour leurs décisions économiques les mêmes critères, par exemple sur le coût du capital ou le taux d'actualisation, que la puissance publique. Et donc il y a une diversité des critères appliqués dans les différents secteurs, d'ailleurs on pourra y revenir à propos de ce qui se passe dans les différents secteurs, qui fait que le prix unique, c'est au tableau blanc, si je puis dire, comme disait Ronald Coase, c'est la solution idéale, mais dans la pratique, ce n'est pas tout à fait évident. Bien. À partir de là, je vais essayer de structurer mon discours, ma présentation, mon séminaire en 2 temps d'inégale importance. Dans un premier temps, j'essaierai de vous présenter avec un minimum de détails les travaux que je coordonne actuellement, en effet, pour France Stratégie, et qui sont des calculs menés dans une perspective de, je dirais, calcul socio-économique, c'est-à-dire du point de vue de la collectivité, calcul socio-économique standard. Et dans un deuxième temps plutôt conclusif, donc moins important en temps, j'essaierai de vous présenter une perspective élargie en économie de l'innovation et des transitions systémiques qui expliquera peut-être pourquoi
c'était pas complètement stupide de payer très cher dans un premier temps de l'électricité solaire afin d'enclencher des dynamiques de changement technologique et, j'insisterai là-dessus, des effets d'apprentissage, du learning by doing, pour reprendre les termes d'un article séminal de Kenneth Arrow, le learning by doing qui permet aujourd'hui au solaire d'être bien moins coûteux qu'il n'était en 2010 et a fortiori en 1990 et a fortiori en 1979 quand j'ai soutenu ma thèse sur l'économie de l'énergie solaire en France. Bien, je vais essayer donc de vous introduire aux détails et à la logique des travaux qui sont menés aujourd'hui par la commission coût d'abattement de France Stratégie. Les travaux publiés, il y a deux chapitres publiés déjà sur le site de France Stratégie. Et le mandat de cette commission coût d'abattement était triple. Il s'agissait dans un premier temps de préciser les définitions, qu'est-ce qu'on entend par coût d'abattement, et de définir un cadre méthodologique partagé pour les calculs dans les différents secteurs. On le verra, c'était pas si simple qu'il n'apparaissait au début. Deuxièmement, expliquer l'utilisation qui peut être faite d'un coût d'abattement en fonction de son mode de calcul et en particulier comment situer le calcul des coûts d'abattement par rapport à la valeur de l'action climatique qui a été déterminée dans les travaux d'une autre commission présidée par Alain Quinet et qui a travaillé de 2017 à 2019. Et Christian et moi étions associés aux travaux de cette commission. Donc, un coût d'abattement intrinsèque, en quelque sorte, par rapport, et qu'est-ce que ça signifie par rapport à la valeur de l'action climatique. Troisièmement, il s'agit de présenter les coûts d'abattement harmonisés d'une série de solutions technologiques identifiées comme assez stratégiques et en distinguant bien les options qui sont aujourd'hui déjà matures des options qui sont en développement, donc en transformation, je dirais, et en déploiement, et les actions qui sont efficaces aujourd'hui et celles qui pourraient être efficaces demain. Quelle méthodologie employer? Alors, l'égalisation des coûts d'abattement, qui est bien une référence pour des politiques publiques efficaces, le coût d'abattement, on doit le calculer en faisant la somme dans le temps du différentiel d'investissement, de coûts de fonctionnement, de coûts externes et éventuellement de co-bénéfices de différentes options, et diviser cela par la somme dans le temps des émissions qui sont économisées, qui sont évitées chaque année ou sur la durée de vie de l'investissement. On verra après comment on traite en particulier le problème de l'actualisation. C'est la règle de 3 que j'ai présentée en fait, de façon un peu plus simplifiée, extrêmement simplifiée par rapport à ça. Alors apparemment, le problème est d'une simplicité extrême, avec deux voies. Une voie microéconomique par les courbes de coûts marginaux de réduction. En anglais, dans le business de la modélisation, on appelle ça les MACS, Marginal Abatement Cost Curves. Et puis une voie plus macro qui utilise d'autres outils et qui utilise en particulier la modélisation 3E, environnement, énergie et économie, avec l'introduction en particulier d'un prix notionnel, d'un shadow price du carbone, qui permet effectivement de modifier la trajectoire des émissions de façon à tenir les objectifs climatiques ou les objectifs d'émissions. C'est l'approche coût-efficacité que l'on évoquait. Alors, tu as déjà montré une courbe de McKinsey. J'ai re-regardé. Les premières courbes ont été produites par McKinsey en 2007 et il n'hésite pas aujourd'hui à dire c'est un outil révolutionnaire. Enfin non, il n'hésitait pas à dire c'est un outil révolutionnaire pour diminuer les émissions. Je dirais presque aussi c'est un outil miracle un peu. Ça a été un miracle d'abord pour McKinsey parce que je pense qu'ils ont fait beaucoup de travaux sur cette base-là. C'est aussi un peu un outil miracle dans la mesure pour avoir... Voilà. Dans la mesure où ces courbes faisaient apparaître des quantités très importantes de réduction à coût
négatif ou nul. Là, c'est à peu près 40%. Hein. Je ne situe pas le contexte, ce n'est pas le propos. Mais ça a eu beaucoup de succès pour cette raison-là, parce qu'on disait qu'en effet, non seulement ça n'allait pas coûter beaucoup, mais en plus, même, on allait gagner, en tout cas, sur les premières étapes. Alors, c'est un outil très intéressant, mais de mon point de vue, alors révolutionnaire peut-être, mais miracle, je ne crois pas, ça pose quand même beaucoup de problèmes parce que précisément, il y a des questions de dynamique dans l'introduction des différentes mesures. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, si vous voulez privilégier les modes de transport collectifs, bien, vous allez devoir d'abord faire beaucoup d'investissements très coûteux, extrêmement coûteux. Et là, j'avais fait l'étude sur une étude de cas sur Grenoble. À la tonne de CO2 évitée, la construction d'une nouvelle ligne de tramway, c'est faramineux. Mais comme on dit à Grenoble, on fait la ville avec le tramway. Ou en tout cas, dans le passé, on a fait la ville avec le tramway, on l'a fait aujourd'hui avec le vélo. Mais tout ça pour dire qu'il faut consentir parfois des investissements très coûteux pour ensuite dégager, ouvrir des potentiels à moindre coût. Et c'est pour ça que la démarche McKinsey est intéressante, mais ce n'est certainement pas la solution absolue. La deuxième approche, elle est très bien illustrée effectivement par les travaux qui ont été menés par Alain Quinet. Donc, il y a eu une première commission Quinet en 2008-2009, et puis 10 ans après, il y a eu une révision des travaux, en particulier pour tenir compte des nouveaux objectifs, et en particulier de cet objectif de neutralité carbone que la France a adopté, si je ne me trompe, en 2018 officiellement, enfin après la conférence de Paris, neutralité carbone en 2050, et donc il fallait réviser. Et cette approche adoptée par la commission Quinet numéro 2 est une approche en utilisant des modèles. Elle est rigoureuse, mais elle a rencontré deux difficultés. Tout d'abord, un certain manque de visibilité sur les options technologiques à très long terme. Et là, les modèles énergie-environnement sont très développés. Il y a eu des communautés très importantes auxquelles j'ai participé dans le passé qui se sont mobilisées sur ces questions. Et néanmoins, la question de l'identification des nouvelles configurations des systèmes sociotechniques n'est pas forcément bien résolue par les modèles. Et ce qui a donné dans la commission Quinet, d'un côté, un point de départ bas pour la valeur de l'action climatique, parce que quelque part, il y avait déjà la question de la transformation de la valeur de l'action pour le climat en taxe carbone, et donc il y avait un souci de ne pas mettre une taxe carbone trop élevée au début, pour arriver à des niveaux très élevés en fin de parcours. Et là, je pense que tu auras peut-être l'occasion de revenir sur les débats. Oui, donc sur ce point-là, je consacrerai une part importante du mois de février à réfléchir à pourquoi 54 € en 2018 et 775 € en 2050, et pourquoi ne pas avoir un prix plus élevé aujourd'hui pour obtenir un prix plus faible à l'avenir. Donc c'est la problématique de répartition dans le temps de l'effort de réduction d'émissions de CO2. Faut-il faire peu aujourd'hui en anticipant des révolutions technologiques peu coûteuses qui nous permettront d'atteindre des objectifs à moindre coût plus tard, alors que si on le fait tout de suite, on va devoir engager des coûts considérables parce que les technologies ne sont pas encore disponibles. Prenons cela simplement comme une introduction à ce débat-là. Alors, quels sont les enjeux socio-économiques, quels sont les enjeux méthodologiques? Alors, tout d'abord, ce qu'il convient de faire, c'est très clair dans les travaux de la commission coût d'abattement, c'est d'adopter une approche socio-économique du point de vue de la collectivité, en respectant en particulier les préconisations des rapports sur l'évaluation des projets d'investissement public. Et là, c'est un Quinet, mais c'est un autre Quinet, Émile Quinet, le père, qui a apporté des contributions très importantes avec un certain nombre d'indications avec un rapport de 2013. Donc les deux grandes approches que j'ai identifiées, elles sont a priori complémentaires, mais l'approche microéconomique ou approche d'ingénieur d'ailleurs, là, parce que ça se rejoint, procède par une comparaison des valeurs actualisées nettes de différents projets, en général un projet de référence et le projet alternatif qui émet moins de CO2, alors que l'approche par les modèles
procède effectivement par l'introduction de signaux prix du carbone, même si ce n'est pas exactement la taxe carbone, dans des modèles multisectoriels avec ou sans bouclage macroéconomique. Ces deux approches ne sont pas strictement équivalentes parce qu'elles ne prennent pas en compte exactement les mêmes coûts. Il y a des problèmes de coûts de transaction dans la décision. Il y a la dimension des co-bénéfices, par exemple, en effet, remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique, ou bien, a fortiori, une centrale à charbon par de l'éolien, du solaire ou du nucléaire. Il y a des impacts très importants en termes d'externalité environnementale, etc., etc. Une question tout à fait essentielle et qu'on rencontre en permanence dans les exercices sectoriels que nous menons, c'est la question du choix de la référence. Pour calculer un coût, ça fait partie des principes de base de la pratique économique, si je puis dire. Pour calculer un coût, il faut avoir un point de comparaison. Et c'est vraiment tout à fait essentiel, et les résultats vont dépendre de manière considérable, décisive, de la référence que vous adoptez. Donc, est-ce qu'on prend une référence microéconomique, remplacer une centrale à charbon par une turbine à gaz ou par une éolienne, ou est-ce qu'on compare les coûts de systèmes énergétiques complets? C'est une difficulté majeure, et on verra que finalement on a été contraint d'adopter les deux types d'approches dans nos études sectorielles. Avant-dernier point, la question de la profondeur temporelle de l'action et évidemment, et des décisions, et évidemment la question du choix du taux d'actualisation qui est tout à fait essentiel de ce point de vue. Enfin, et ça ce sera un peu mon point de conclusion, la question de la prise en compte des coûts en dynamique en présence d'effets d'apprentissage, c'est-à-dire une amélioration des technologies, je dirais de manière endogène. On apprend en faisant, donc les décisions que nous prenons sur le déploiement d'une technologie a un impact endogène sur les coûts de cette technologie, donc en cascade ou en effet boule de neige sur son déploiement possible, etc. Et bien. Et donc là, la question, c'est quelles hypothèses prendre pour les coûts des différentes technologies aux horizons de moyen terme et de long terme. Donc voilà, donc nous avons choisi dans la commission coûts d'abattement une démarche plutôt bottom-up, c'est-à-dire qui démarre plutôt à partir d'une approche micro-fondée d'experts ou d'ingénieurs pour tenter de remonter peut-être à la fin vers une mise en cohérence transversale, entre les différents secteurs. Alors il y a dans le rapport, quand il sera terminé, il sera constitué de 1 plus 6 chapitres, un chapitre méthodologique et 6 chapitres sectoriels. Vous avez ici, je laisserai mes slides, donc vous pourrez en profiter. Vous avez les auteurs principaux de chacun des chapitres. Le chapitre méthodologie a été publié. Alors, comment passe-t-on pour la méthodologie du calcul des coûts d'abattement des coûts privés à l'évaluation socio-économique? Eh bien, on peut dire que dans le coût d'abattement, il y a 3 composantes. Il y a un surcoût privé de l'opération. Il y a le coût pour les finances publiques. Et quand on traite du problème des transports, ce n'est pas tout à fait une question marginale, parce qu'effectivement, vous savez que la TICPE, la taxe intérieure sur les produits énergétiques, est une composante très importante des recettes fiscales de l'État. Donc il faut prendre en compte, il faut purger en quelque sorte le calcul des coûts des effets de taxes en prenant en compte les conséquences sur les finances publiques. Et enfin, les coûts externes, qu'on a déjà mentionné, les coûts sur la santé des différentes options. Et tout cela doit être divisé par les émissions évitées. Donc au numérateur, on a la totalité des coûts en euros avec 3 composantes, et ces coûts sont actualisés. Et au dénominateur, on a des quantités évitées. Alors, ces quantités doivent-elles être actualisées? C'est une question un peu technique, mais assez fondamentale et assez décisive dans le calcul des coûts. Je vais essayer de le montrer. On a trouvé finalement 3 formules possibles pour le calcul des coûts d'abattement. Et en particulier, ces 3 formules se distinguent par les hypothèses qui sont faites sur le traitement qui est fait des quantités de carbone ou de CO2 économisées. La première formule
serait, je dirais, la formule la plus proche des préconisations de la théorie. Ce serait d'avoir une valeur du carbone, un calcul avec une valeur du carbone croissante au taux d'actualisation. Alors, au moment du début des travaux, c'était 4,5%. Ça a changé. Il va falloir qu'on gère un peu cette modification. Mais en quelque sorte, on a là une formule dans laquelle on raisonne. Alors, certains disent que c'est un raisonnement en budget carbone, c'est-à-dire que la tonne de carbone, c'est la même selon qu'elle est économisée aujourd'hui ou dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. On pourrait présenter les choses de la manière suivante en disant on a une valeur du carbone qui augmente au taux d'actualisation et ensuite on actualise cette valeur du carbone qui augmente au taux d'actualisation, ce qui fait qu'on a au dénominateur une valeur constante. C'est la première formule que l'on peut identifier. La deuxième formule consiste à calculer un coût d'abattement avec une valeur du carbone qui croît au taux de la valeur de l'action climatique telle que donnée par la commission Quinet. Et avec, je n'ai pas détaillé cela tout à l'heure, mais ça veut dire que sur la décennie 2020, elle augmente de 14% par an, puis 2030-2040, 7%, puis à partir de 2040, elle augmente au taux de 4,5%. C'était les choix qui avaient été faits par la commission Quinet. Et là, on a donc des économies d'émissions qui sont mieux valorisées parce que la valeur de l'action climatique augmente beaucoup en début de période. Et puis enfin, on a une dernière formule possible qui est celle de se situer dans une hypothèse de valeur du carbone constante et dans laquelle les quantités abattues, les quantités de carbone ou de CO2 réduites sont actualisées. Quelle formule choisir ? La formule 1 correspond bien à une évaluation socio-économique canonique si la valeur du carbone augmente au taux d'actualisation selon les prescriptions de la théorie. La formule 2 répond à une évaluation socio-économique avec annulation de la valeur actualisée nette des projets pour une valeur de l'action climatique qui serait calculée à partir d'une trajectoire exogène, par exemple le facteur 4 dans le passé ou une trajectoire zéro émission nette aujourd'hui. Donc par comparaison, je dirais, avec la valeur de l'action climatique de la commission Quinet. La formule 3 est peut-être moins importante, mais elle correspond néanmoins à une évaluation sans anticipation de l'évolution de la valeur de l'action climatique, ou en supposant que cette valeur de l'action climatique est constante, ou encore à un coût annualisé pour un acteur privé si le coût de son capital, ou le WACC, le Weighted Average Cost of Capital, est égal au taux d'actualisation public. Il y a beaucoup d'évaluations qui sont menées, notamment par les industriels, qui procèdent plutôt de cette formule-là. Une annualisation des coûts, ce qui revient à cette formule 3. Sous certaines conditions, en particulier si on a des flux de recettes et de dépenses constants dans le temps, et pour un horizon de temps donné, on peut utiliser des coefficients qui permettent de passer de la formule 1 à la formule 2 ou à la formule 3, sachant que la formule 3 va donner un coût d'abattement plus élevé que la formule 1 et qui sera lui-même plus élevé que la formule 2. À l'horizon 2030, pour un investissement de durée de vie de 20 ans, le rapport, pour donner juste des indications des ordres de grandeur, en formule 3, on aura un coût d'abattement de 182, en formule 1 de 123 pour un investissement de 100 en formule 2. Ça vous donne simplement les ordres de grandeur et les différences de résultats. Je regarde l'horloge. Alors, premier chapitre sectoriel, les émissions. Alors, introduction tout de même, les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France, 436 millions de tonnes de CO2 en 2019, dont 132 dans les transports. Donc les transports c'est le premier secteur pour les émissions. Dans l'industrie, on a 48 d'émissions directes, c'est-à-dire de combustibles, ce qui n'est pas très important, mais on a aussi 48 de procédés. Dans le slide que tu as passé sur les coûts dans l'industrie, on voit apparaître très nettement les cimenteries
et la sidérurgie comme deux secteurs massivement émetteurs de CO2, mais parce que c'est du CO2 de process. C'est le CO2 de la calcination du calcaire pour produire du ciment d'un côté, et c'est le CO2 de la réduction du minerai de fer dans la sidérurgie. Et ça donne d'ailleurs déjà des indications sur ce que pourraient être des solutions technologiques. Mais c'est très important puisqu'il y a 48 millions de tonnes de CO2 équivalentes dans les procédés. 63 dans le bâtiment, 42 dans les industries énergétiques, essentiellement système électrique et raffinerie, 73 dans l'agriculture, mais là c'est un autre monde, c'est d'autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane de l'élevage et le protoxyde d'azote des engrais, 18 dans les déchets et 12 dans les autres. Alors, les enjeux dans le secteur des transports, c'est le premier secteur d'émissions en France. C'est un gisement très diffus, avec des équipements très diversifiés. Il y a en France 33 millions de véhicules particuliers, qui représentent 56% des émissions. Le parc représente beaucoup plus, mais les émissions, c'est 56%. Il y a des véhicules utilitaires légers, il y a les poids lourds. Et les trajectoires de transition dans ce secteur doivent mobiliser des solutions d'efficacité énergétique, des solutions technologiques et des solutions comportementales, organisationnelles, structurelles. C'est toute la question du découplage de la demande de transport par rapport au PIB, la question du report modal, le covoiturage, etc. etc. Dans le secteur transport, les travaux que nous avons menés se sont concentrés sur la question de la transition vers des vecteurs énergétiques décarbonés, donc le remplacement des véhicules à moteur thermique par essentiellement des véhicules électriques. Et en partie, a été également étudiée la question de la décarbonation des carburants, en particulier pour les poids lourds. L'électrification apparaît effectivement comme une solution incontournable pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. La rentabilité socio-économique de l'investissement dépend fortement des usages et des conditions, je ne détaille pas. Après, se pose aussi la question de savoir si l'électricité va faire tout le travail ou s'il y aura aussi un rôle à jouer pour le gaz naturel véhicule, les agrocarburants, éventuellement l'hydrogène. Ne pas oublier dans ce secteur que les externalités en termes de santé, qu'ils soient négatifs pour les véhicules à moteur thermique ou positifs, par exemple pour les modes doux, si on comptabilise les bénéfices, tu évoquais tout à l'heure les bénéfices pour la santé des modes doux, c'est considérable. L'impact positif pour la santé des praticiens du vélo pour aller travailler est valorisé avec le coût de la vie humaine, ou la valeur plutôt, la valeur de la vie humaine, la VSV, valeur statistique de la vie humaine, c'est considérable. Et donc le calcul économique peut être considérablement bousculé, si je puis dire, par la prise en compte des externalités, positives ou négatives. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors, c'est très difficile à intégrer dans le calcul, même si au départ, c'est dans notre cahier des charges, mais c'est très difficile. Mais on peut néanmoins trouver des ordres de grandeur. Quelques résultats. Alors, deux approches possibles. En Formule 1, on va comparer le coût de différents types de véhicules à un véhicule de référence, un véhicule moteur thermique de référence. Et c'est en quelque sorte un coût d'abattement, je dirais, intrinsèque. Et simplement, même si on a deux solutions à comparer, c'est quand même complexe. Comme vous voyez dans ce tableau, il faut prendre en compte la dimension horizon de temps, la dimension type de véhicule, selon que c'est un véhicule urbain ou un véhicule polyvalent, en quelque sorte, le prix des énergies que l'on va économiser, le prix de l'essence, ce n'est pas du tout négligeable, et enfin, le coût du véhicule de substitution, le coût du nouveau véhicule. Et là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. D'où la difficulté, alors j'espère ne pas trop vous perdre dans ces tableaux, on a essayé de mettre en bleu, encadré de vert, les solutions les moins coûteuses aux différents horizons de temps, et en rouge,
et oui, en rouge, les solutions les plus coûteuses. Ce qui apparaît, c'est que le véhicule à hydrogène ici apparaît toujours comme le plus coûteux. Ce qui apparaît aussi, c'est qu'on passe d'un coût en 2020 du remplacement du véhicule thermique par le véhicule électrique de l'ordre de 400-450 euros par tonne de CO2, mais avec, à l'horizon 2040, une baisse assez considérable et un passage à 100 à 200 euros par tonne de CO2, en particulier si la baisse des coûts des véhicules est importante. Donc ça donne une première comparaison, c'est un coût d'abattement intrinsèque. Est-ce que tu peux détailler les deux, pour chaque date, tu as deux colonnes. Alors les deux colonnes, c'est la prise en compte de différents prix d'énergie. Et la colonne de gauche pour 2020, c'est les projections de prix du pétrole, données par l'AIE dans un scénario politique actuel, avec mesures existantes. À droite, c'est un scénario AIE, développement durable, donc plus ambitieux pour le climat. Et de manière paradoxale, mais vous comprendrez bien pourquoi, c'est ce qu'on appelle le green paradox. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais vous verrez que le coût d'abattement est plus important dans le scénario développement durable que dans le scénario avec mesures existantes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce cas, le prix du pétrole est déprimé par une demande mondiale plus faible, et donc le gain du remplacement du véhicule thermique par le véhicule électrique apparaît plus coûteux. Donc ça fait partie des subtilités qu'il convient de prendre en compte. Okay. Je voudrais juste dire un mot. Je voudrais saluer quand même ce travail parce que c'est rare d'avoir une qualité d'analyse comme ça. C'est quand même beaucoup de personnes qui ont travaillé pendant longtemps. C'est une année de travail de la commission. 2 ans. Et je trouve, c'est vraiment un important élément contributif au débat public, quoi. Même si c'est encore difficile à comprendre. Il faut encore, je pense, distiller le message. Mais pouvoir dire ça coûte aujourd'hui 413 euros la tonne de CO2 en 2020 de remplacer une berline thermique par une berline électrique, que ça ne vaut peut-être pas de coût, sauf des gens qui veulent vraiment une voiture électrique, parce qu'il y a mais par contre, en 2025, 2030, ça paraîtra vachement bizarre, en particulier quand on compare ces chiffres, à la valeur carbone de la commission Quinet, qui sera à ce moment-là. Alors, c'est le tableau suivant. C'est le tableau suivant. Formule 2, on compare ces chiffres avec la valeur carbone de la commission Quinet, donc 88, 171, 253, 507 en haut. Et là, on a passé en orange toutes les options qui sont plus coûteuses que la valeur Quinet, et en bleu, toutes les options qui sont moins coûteuses que la valeur Quinet. Où on verra, j'ai un ami qui dit souvent il ne faut jamais insulter l'avenir, où on verra que, par exemple, le véhicule hydrogène ici, voilà, le véhicule hydrogène, alors à condition que les baisses de coût du véhicule fonctionnant à l'hydrogène soient suffisantes, eh bien, ça peut passer là-bas. Et personnellement, je n'exclurais pas l'hypothèse selon laquelle, si les constructeurs automobiles se mobilisent autour du véhicule hydrogène, si l'hydrogène joue un rôle important dans la nouvelle architecture des systèmes sociotechniques, je dirais que la probabilité pour que le véhicule électrique l'emporte est forte, mais ce n'est pas 100%. Et peut-être qu'on restera avec des parcs de véhicules composites, en quelque sorte, avec différents types de véhicules. Donc, n'enterrons pas, de mon point de vue, n'enterrons pas le véhicule à hydrogène. Un point que je vais traiter, après je vais passer très rapidement, voire je vais couper toute la suite, mais je savais que je serais trop long. Le secteur électrique, c'est tout de même important. Alors, quels sont les enjeux du secteur électrique? Alors, je dirais paradoxalement, en France, les enjeux du secteur électrique, ils sont relativement faibles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a entre 70 et 75% de notre électricité qui est produite avec de l'électricité nucléaire, donc pas de CO2 direct en tout cas. Donc, c'est seulement 5% des émissions nationales. Donc, pourquoi s'intéresser à ce secteur qui ne représente que 5% des émissions?
on s'y intéresse parce que quand même dans le débat, le système électrique, c'est quelque chose de très important et ça vaut le coup d'aller voir en quelque sorte de plus près comment ça se passe. Non, mais surtout parce qu'on va devoir augmenter le volume de production électrique dans Absolument, les décennies à venir, étant donné l'électrification des autres secteurs. C'est vrai. Alors, l'approche qui a été adoptée, et c'est là où on voit la nécessité, dans certains cas, d'avoir une approche systémique. Calculer le coût du remplacement d'une centrale à charbon par une centrale à gaz, par une éolienne ou par du nucléaire, c'est assez facile à faire. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup de sens parce que dans le système électrique, il y a ce qu'on appelle des coûts systèmes. Et ça, je dirais, ce sera un des apports pas totalement originaux parce qu'il y a plusieurs institutions qui se sont penchées sur ce problème-là. Les coûts systèmes dans des systèmes électriques avec une forte proportion d'énergie renouvelable variable, l'éolien, le solaire, variable ou bien non pilotable. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les coûts qui sont entraînés par la variabilité des sources renouvelables. C'est quelque chose de très important et on a essayé d'intégrer cela. Juste petit élément de publicité, je crois que courant janvier, il y aura un séminaire qui sera donné par le président de RTE qui va présenter son rapport qui est sorti au mois d'octobre, au mois de novembre, sur les coûts et qu'est-ce que c'est qu'un système électrique 2050 complètement décarboné, avec différents scénarios. J'en dis pas plus. On a travaillé en parallèle avec des moyens bien moins importants que ceux de RTE, mais on a confronté nos points de vue. Je ne dirais pas qu'il y a concordance exacte parce que c'est pas exactement, nous ne faisons pas exactement la même chose et les outils mobilisés par RTE, vous l'imaginez, sont incomparablement plus complexes et puissants. Mais néanmoins, il n'y a pas de contradiction dans nos différents résultats. Le point important ici, c'est sans doute celui-là. Ce qu'on appelle le LCOE, le coût actualisé de production de l'électricité des énergies renouvelables est une indication insuffisante parce que, de fait, les coûts systèmes sont dépendants du niveau de déploiement des énergies renouvelables variables. Lorsque les énergies renouvelables variables représentent une faible proportion du système, on peut comparer des LCOE parce que ça fait du sens, et on peut se dire c'est idiot ou c'est pas idiot, mais quand on regarde un système avec de l'ordre de 50% ou plus d'énergie renouvelable variable, là, il faut prendre en compte les coûts systèmes. J'accélère un peu. Donc, l'effort que nous avons mené est un effort comparable à ceux qui ont été menés par l'AIE avec ce qu'ils appellent le VAL-COE, qui prend en compte la valeur de production, ou le system cost de l'OCDE AEN, c'est-à-dire qu'on prend en compte le coût au niveau de la centrale, mais aussi les coûts systèmes, c'est-à-dire des coûts de profil, le fait qu'on n'utilise pas les centrales en permanence, les coûts d'équilibrage liés à une relative imprévisibilité de la production, et aussi les coûts de réseau, très difficiles à chiffrer, dans quelle mesure il faut développer les réseaux, en particulier basse tension, pour les renouvelables variables, et là RTE, effectivement, à l'évidence, est beaucoup mieux équipé que nous. Les coûts externes environnementaux, les coûts macroéconomiques et les coûts géopolitiques ne sont pas pris en compte dans nos calculs par absence d'évaluation robuste. Alors là, je ne peux m'empêcher de citer les études externes qui ont été menées par la Commission européenne entre 1990 et, je dirais, peut-être 2010. Il y a eu énormément d'études qui ont été menées, très rigoureuses, très, je dirais presque pointillistes, sur le calcul des coûts externes. J'ai toujours été frappé. Alors, il y avait en France Brigitte Dezeg et Harry Rabel à l'École des Mines qui avaient participé à ces études. J'ai toujours été frappé du peu d'écho que ces études avaient eu en France. Alors qu'il y avait... C'était très discutable, je dois dire, je n'ai jamais été 100% convaincu. Mais il y avait un réel effort de ce que tu mentionnais. Comment essayer de valoriser des choses complexes si on n'a pas au moins un accord ou en tout cas un effort méthodologique pour la mesure des différents impacts. Un énorme chantier encore devant nous. Donc la mesure des coûts d'abattement, on l'a menée par comparaison d'un scénario de référence avec 18 millions de tonnes de CO2 dans des centrales brûlant du gaz naturel.
Et on compare avec un scénario qu'on appelle proxy AMS, excusez le jargon, c'est un scénario approché du scénario, en gros, de la stratégie nationale bas carbone, avec mesures supplémentaires. AMS, c'est avec mesures supplémentaires. Donc c'est un scénario de type SNBC complètement décarboné. Donc on a un scénario de référence qui n'est qu'en partie décarboné, et on compare avec un scénario type SNBC. En quelque sorte, dans nos scénarios, on fait un pas en arrière, c'est-à-dire qu'on met du carbone avec des turbines à gaz, et ça donne un scénario qui est le moins coûteux, on va le voir, et on regarde ce que ça coûte de refaire un pas en avant pour avoir un scénario zéro carbone. Les simplifications dans l'approche, on n'a pas d'effet de trajectoire, on se pose en 2050 et on regarde en 2050 les coûts comparés de différents systèmes. On utilise un modèle qui a été élaboré par Henri Prévost, que probablement certains d'entre vous connaissent. Je ne sais pas s'il est au CGDD, mais où il l'a été. Bon. En tout cas, c'est un ingénieur des mines éminent, si on peut dire, qui a développé un modèle simplifié, mais en même temps suffisamment détaillé pour qu'il y ait un équilibrage heure par heure du système électrique français à l'horizon 2050. Donc c'est le modèle qui a été utilisé. On considère le système français isolé de la plaque européenne. Alors ça, c'est certes très critiquable, mais en même temps, c'est une simplification, je dirais, qui peut correspondre presque à un principe de précaution. On ne sait pas aujourd'hui ce que pourront être les conditions et à la fois techniques et économiques de l'échange européen. Et même, en cas de pépin, est-ce qu'il ne faut pas, par précaution, c'est un peu comme l'indépendance alimentaire, hein, est-ce qu'il ne faut pas, par précaution, considérer un système français qui serait résilient, je dirais, uniquement sur les frontières. Bien, j'accélère un peu. Donc le scénario proxy AMS est un scénario avec 30% de nucléaire, 25% d'éolien, 25% de solaire, 10% d'hydro, et le reste en gaz vert. Donc là, c'est soit de l'hydrogène, soit des biogaz ou du gaz de méthanation produit à partir d'hydrogène, ce qui n'est probablement pas la meilleure solution. C'est la solution retenue dans la SNBC. Je pense qu'aujourd'hui, il serait tout à fait envisageable de brûler directement de l'hydrogène dans des centrales à gaz modifiées. Je crois que c'est assez simple, et donc on n'aurait pas besoin de passer par le méthane. Le coût total du système, c'est 53 milliards d'euros. Un ordre de grandeur très, très comparable, avec les modifications nécessaires avec ce qu'estime RTE. Et vous voyez ici que sur ces 53 000 euros, il y a 36 milliards d'euros de production nominale, donc le LCOE en quelque sorte, 2,9 milliards d'euros de perte de transport, 10 milliards d'euros de coûts de profil, ça c'est les coûts système, plus la flexibilité des batteries et l'équilibrage du réseau. Donc on a presque 25% dans ce cas-là de coût système sur le coût total du système. On peut alors comparer différentes hypothèses et différentes variantes, le coût total qu'on a. Non, pardon. Le coût total. Voilà, ici, on a le coût total du scénario proxy AMS. On a un scénario avec un peu moins de nucléaire ici et un scénario avec un peu plus de nucléaire. Et donc, on peut comparer les différentiels de coûts et les émissions qui sont réduites. Et on a un coût de l'ordre de 370 euros par tonne de CO2. 370 euros par tonne de CO2 en 2050, 393 dans le scénario avec le nucléaire un peu plus bas et 347 avec le scénario. Par rapport à quel scénario de base? Alors, le scénario de base, c'est le même scénario, mais au lieu d'avoir du gaz décarboné, on a du gaz naturel. D'accord? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a pris. Le calibrage du scénario de référence lui-même tient compte de la baisse constatée et attendue du coût des énergies renouvelables. On a un rééquilibrage net du système électrique français avec moins de nucléaire et plus de renouvelables. D'accord, mais donc ça veut dire que c'est un coût d'abattement lié à la substitution du gaz naturel par du gaz vert. Exactement. Exactement. Et ce gaz vert, c'est soit du biogaz,
Mais la question est de savoir après quelles sont les potentialités du biogaz. Hein. C'est vraiment les questions qui vont être débattues dans la stratégie nationale bas carbone. Je vais sauter ce point-là. Une information intéressante que nous donnent nos travaux, c'est le coût marginal de production d'électricité, ce qui est très important, en particulier dans des hypothèses d'électrification des usages. Comme tu l'as dit, une partie de la solution, ce sera l'électrification de certains usages, puisque l'électricité a un contenu carbone beaucoup moins élevé que l'utilisation, par exemple, de gaz naturel dans le secteur des logements. Et donc, mais il faut regarder l'impact, il faudra regarder l'impact de l'électrification en termes d'augmentation de la consommation. Le représentant de RTE vous expliquera qu'il prévoit une augmentation de la consommation, diminution de la consommation totale d'énergie de 40%, augmentation de la consommation d'électricité de 40%, avec une électricité qui passe à 50% à peu près des vecteurs finaux. C'est une dimension très importante de l'ensemble. Bon, pour l'hydrogène, sachez simplement que pour l'hydrogène, il y a une problématique qui est compliquée. Il faut calculer des coûts pour la production aujourd'hui d'hydrogène, puisque l'hydrogène aujourd'hui est produit par vaporéformage du méthane. Et donc là se pose la question de savoir est-ce qu'on va éventuellement récupérer le CO2 qui est émis et le stocker. Et ça apparaît comme une des options probablement à privilégier. Mais l'hydrogène a aussi un autre rôle à jouer. Il a un rôle à jouer si on a de fait un développement massif de l'électricité, parce qu'on aura des moments avec des excédents importants d'électricité décarbonée, d'électricité renouvelable. Cette électricité, on peut la dissiper, et encore, ce n'est pas toujours facile parce que ça peut déséquilibrer les réseaux, mais ce qui serait beaucoup mieux, c'est éventuellement d'utiliser cette électricité pour produire de l'hydrogène. Et le troisième niveau, c'est un peu l'hydrogène comme vecteur complémentaire à l'électricité et aux bioénergies dans le mix des vecteurs finaux, parce que ça, c'est une question importante. On dit on va faire 50-60% d'électricité comme vecteur décarboné. Oui, mais quid des 40% restants? Alors, il y a une part qui pourrait être prise en charge par les bioénergies, mais là, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les potentiels réels des bioénergies. J'ai tendance personnellement à penser qu'ils ont été surestimés dans la précédente SNBC. Et donc, si on a de l'ordre de 60% d'électricité et 20% de bioénergie, quid des 20% qui restent pour faire du zéro carbone? Et c'est sans doute là que l'hydrogène a un rôle à jouer. Je vais passer ça. Donc, propos d'étape, l'exercice est riche en enseignements. Ça nous a permis d'aller voir dans le détail comment se déploient les problématiques dans les différents secteurs. On constate que les ordres de grandeur, c'est 200 € par tonne de CO2 à l'horizon 2030, 400 € par tonne de CO2 en 2040-2050 pour l'électricité, mais dans les transports, ça continue à baisser, on l'a vu, ce qui est important. Et surtout, ces valeurs sont inférieures à l'externalité négative évitée, telle que mesurée par la VAC, avec respectivement 250 et 500 € de la tonne de CO2 pour le moyen et pour le long terme. Et j'ai repris les chiffres que tu avances, ou approximé les chiffres que tu avances dans ta leçon inaugurale, 200 à 400 € par tonne de CO2, respectivement en 2030 et en 2040. Donc ça permet tout de même un examen ordonné par l'analyse économique des différentes options. Bon, celui-là, c'est plutôt sur les limites. D'abord, on a effectivement pour l'instant différents coûts d'abattement, difficulté du calcul de coûts d'abattement standardisé et parfaitement harmonisé, nécessité de prendre en compte les trajectoires technologiques, en particulier pour les technologies non matures. Ces incertitudes peuvent être traitées de manière exogène, mais en fait, elles sont endogènes aux politiques qui sont menées. Et le calcul doit donc se faire, je dirais, en tension entre les évolutions prévisibles du système et des technologies à partir d'aujourd'hui et une perspective que je qualifierais de téléologique ou je dirais de backcasting, c'est-à-dire on prend l'objectif et on essaye de voir quelles sont les trajectoires qu'il est possible de mettre en œuvre aujourd'hui. Et ça m'amène à ma conclusion, si je peux prendre 5 minutes pour conclure encore, je m'excuse. La conclusion, c'est une dimension tout de même fondamentale dans tout cela,
qui, à mon avis, devrait compléter le calcul socio-économique standard, c'est la dimension des dynamiques technologiques. J'ai évoqué tout à l'heure les apports de Kenneth Arrow sur le learning by doing. On s'aperçoit, quand on regarde l'évolution du coût des différentes technologies et énergies nouvelles au cours des... Alors là, ça remonte à 2010, mais ça pourrait remonter encore beaucoup plus loin, qu'il y a eu des gains de performance tout à fait considérables. Et dans les modèles, on peut rentrer ça, c'est une manière de formaliser le learning by doing, c'est relier le coût d'une technologie aux capacités cumulées installées. Et en général, d'ailleurs de manière générale dans toutes les industries, on a des facteurs d'apprentissage de 15 à 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque doublement des capacités installées permet de réduire de 15 à 25% les coûts de la technologie. 15%, ça a été plutôt le taux d'apprentissage pour l'éolien, 25%, ça a été plutôt le taux d'apprentissage pour le solaire. Cela pour dire qu'en matière de développement des technologies, la R&D est très importante, tu l'as indiqué dans ta leçon inaugurale, mais la R&D n'est pas tout. Et là, je m'appuie pour cette conclusion sur un travail assez récent, mais que j'ai trouvé assez enrichissant, et en particulier avec quelques graphiques ou quelques tableaux très éclairants, je trouve. J'en ai retenu 3. C'est un rapport de l'Université d'Exeter, mais derrière l'Université d'Exeter, il y a Michael Grubb, que tu connais certainement, et qui est un des meilleurs chercheurs dans notre domaine. Et l'idée, c'est de dire l'économie de l'innovation dans les systèmes énergétiques et des transitions, ça doit prendre en compte le fait que l'innovation, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus complexe, récursif, dans lequel il y a différentes phases, et il faut savoir gérer ces différentes phases, et notamment avoir des phases de technologie push, où on pousse une technologie, quand on paye 60 centimes le kilowattheure photovoltaïque, et des phases de demand pull, où on tire la technologie plutôt par les conditions de marché. Ce qui suggère de savoir combiner différents types d'incitations, des investissements de R&D sur des domaines stratégiques, le jeu sur les facteurs de marché, les prix, les coûts, et peut-être aussi, là ils le mettent plutôt en fin de parcours, l'introduction de normes et de changements dans les comportements. Et je terminerai sans doute sur ce transparent. Sur l'intérêt d'une analyse coût-bénéfice dynamique. On peut très bien mettre en œuvre des politiques incitatives qui sont coûteuses à court terme. C'est la situation dans laquelle on est ici. On a une technologie qui est candidate, mais qui est plus coûteuse que la technologie installée. Dans un deuxième temps, par le jeu en particulier, pas que, mais en particulier des effets d'apprentissage, cette technologie va devenir plus efficace, elle va rentrer en compétition à moyen terme avec la technologie en place et dégager des bénéfices importants. Bénéfices d'autant plus importants, je dirais, qu'elle va investir en quelque sorte le champ des différentes technologies. Il me semble que ce graphique est une excellente illustration de ce que peuvent être des dynamiques technologiques et de l'intérêt qu'il peut y avoir parfois à enfreindre la règle de first things first. C'est un peu ce sur quoi tu mets l'accent. Je pense qu'à condition d'avoir une vision stratégique, parfois ça peut se défendre. Le plan France 2030, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il présente certains aspects d'une analyse stratégique dans ce domaine. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a 5 objectifs qui ont trait à la transition énergie-économie. J'ai été surpris de découvrir au premier rang les petits réacteurs nucléaires modulaires, ce qui était tout de même une surprise, et ça peut être en quelque sorte un pari stratégique. On pourrait dire que France 2030, c'est un plan un peu schumpeterien, j'ai mis un point d'interrogation, qui prend bien en compte le fait que l'innovation, ça ne jaillit pas comme ça. Il y a invention, industrialisation, diffusion, effet d'apprentissage. C'est un processus circulaire, en boucle.
Il y a la différence à faire entre les innovations incrémentales et les effets d'apprentissage, et les innovations de rupture. La combinaison de différents types d'acteurs, c'est très présent dans le discours France 2030, avec des innovateurs individuels, aujourd'hui des start-up, et les développeurs des grandes entreprises. C'est en quelque sorte le jeune et le vieux Schumpeter qu'on retrouve ici, et la thématique de la prise de risque et du droit à l'erreur, avec une problématique qui est avancée selon laquelle le rythme du progrès technique s'accélère, la compétition internationale est vive et il faut faire vivre, il faut faire vite. Et je dirais que dans notre domaine, celui de la transition climatique, il faut faire particulièrement rapidement avec des objectifs qui sont particulièrement ambitieux. Voilà, je vous remercie de votre attention.